Salut Simaps! Aujourd'hui, j'ai le bonheur et la chance d'avoir sur ma chaîne l'autrice Fanny Demeule. Bonjour Fanny! Allô, tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup de m'avoir invité. En fait, le plaisir est vraiment pour moi, puis je pense que les gens de ma chaîne le savent parce que j'avais déjà lu tes livres avant même de savoir que tu étais autrice invitée au Salon du Livre. Et depuis que j'en ai lu d'autres et tes nouvelles, je n'arrête pas d'en parler. Donc, je pense que vraiment le plaisir est pour moi et pour les gens qui suivent ma chaîne. Donc, un gros merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben, merci à toi pour tes lectures, pour tes bons mots, pour tes partages et aussi pour tout ce que tu fais pour la littérature québécoise dans son ensemble. Vraiment, des gens comme toi, c'est absolument précieux. Merci beaucoup. J'aimerais ça que tu fasses une petite présentation de toi et de ce que tu fais pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas encore. Alors, la première chose à savoir sur moi, c'est que je suis longueuilloise. Je suis née à Longueuil, je suis présentement à Longueuil. Je suis aussi diplômée du doctorat en études littéraires de l'UQAM et j'enseigne là-bas comme chargée de cours. Je donne des cours de création littéraire, de scénarisation, de cinéma, de littérature. Sinon, je travaille aussi comme éditrice pour les éditions Hamac et Tête Première. Je fais aussi de la scénarisation, je fais du cours du long métrage et de la série télé depuis peu pour l'adaptation de mon avant-dernier roman Mukbang. Et oui, c'est vraiment le fun. Et qu'est-ce que je fais d'autre? J'aime beaucoup faire du plein air, j'aime voyager, entre autres en Écosse. Fait que voilà, ça fait pas mal le tour de qui je suis. Ça, est-ce que c'est un scoop par rapport à Mukbang? Je ne l'ai pas vu passer. Ben, c'est connu depuis l'automne dernier, mais on est vraiment au balbutiement. T'sais, on a eu comme l'argent pour faire le pré-développement. Ça, c'est-à-dire aller voir des producteurs faire hey, hey, on a un beau projet à vous proposer, accepteriez-vous de le prendre sous votre aile? Fait que là, en ce moment, on est avec une boîte de production. On est en train de vraiment faire les premiers documents comme la Bible des personnages, le synopsis, etc. Et bientôt, on va aller cogner à des portes de producteurs. Fait qu'il n'y a rien qui est comme gagné d'avance, hein, le milieu du cinéma puis de la télé, là, c'est genre à chaque étape, ça passe ou ça casse. Mais on a un bon espoir de se rendre assez loin puis de voir présenter un festin mukbangesque à l'écran un jour. On a très, très hâte de voir ça. C'est certain qu'on va suivre le projet avec assiduité. J'aimerais ça qu'on commence au début, à la genèse un peu de ton écriture et de ta lecture. Donc, j'aimerais ça savoir comment l'écriture est arrivée dans ta vie. Ben, d'abord, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me faisaient toujours la lecture à chaque soir, là, comme religieusement. Et on avait beaucoup des livres, des albums illustrés, bien sûr, mais aussi des livres de contes, de légendes, de mythologie. Puis moi, vraiment très jeune, j'étais comme absolument inspirée par tout ce qui était imaginaire. Fait que c'était pas une grande surprise là, de tomber dans la marmite de la fantasy, la SF, tout ce qui était vraiment en lien avec, c'est ça, des univers parallèles et tout. Euh, Fait que quand j'ai découvert Harry Potter, je pense que c'est vraiment là que ça s'est passé. Là. J'ai toujours aimé lire, en fait. C'est ça l'affaire. J'ai toujours aimé vraiment plonger dans la tête, dans l'imaginaire d'auteurs et d'autrices. J'aimais beaucoup aussi dessiner des lieux imaginaires, des personnages aussi. Mais j'étais pas comme activement en train de vouloir écrire. Mais c'est vraiment quand j'ai croisé la route de Harry Potter en 2001 que j'ai fait comme, oh mon Dieu, OK, c'est ce que J.K. Rowling fait que je veux faire éventuellement, c'est-à-dire de faire pénétrer d'autres personnes dans des univers que je crée. Donc, c'est vraiment comme ça que j'envisageais vraiment l'acte d'écrire, là, puis mon désir d'écrire après ma barre, c'est de pouvoir communier en quelque sorte avec d'autres personnes, les faire vraiment visiter des lieux, les faire rencontrer des personnages. J'étais absolument fascinée par le pouvoir vraiment magique de l'écriture. Je me disais, mon Dieu, mais quelle magie, tu sais, la magie n'est pas juste à Poudlard, elle est vraiment dans le fait de pouvoir faire naître des images, faire naître des sensations, des expériences vécues à d'autres personnes via les mots. Fait que c'est vraiment comme ça que ça s'est comme ancré en moi. Puis de fil en aiguille, à l'adolescence, bon, j'ai vécu quelques moments difficiles, comme à peu près tout le monde à l'adolescence. Puis ma manière de transformer tout ça, puis de catalyser ça, c'était en écrivant des contes. Fait que mon amour des contes qui me venait de ma tendre enfance, ben, j'ai commencé à le mettre à profit en produisant des genres de contes un peu adultes, là, des contes qui empruntaient un peu
le setup des contes traditionnels, mais avec une tonalité un petit peu plus dure. Puis c'est, mine de rien, un peu comme ça que j'ai commencé à faire de l'autofiction. Parce que dans le fond, je m'inspirais de mon vécu, puis j'essayais comme de dealer avec en créant, en imaginant des choses et en créant du beau avec cette matière-là qui me faisait mal. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à faire mes premières armes en écriture. Jusqu'à 17 ans, j'écrivais comme un recueil de contes que j'auto-éditais et que je vendais à l'école secondaire. Fait que vraiment, le processus créateur était là, fin de l'adolescence. Puis c'est à partir de ce moment-là que ça a vraiment confirmé que je voulais faire ça aux études supérieures. J'ai fait un bac, une maîtrise, un doctorat en littérature. Fait que l'écriture a toujours continué de me suivre à partir de ce moment-là. Fait que Wow. voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'est vraiment un super beau parcours. J'aimerais ça, là on a parlé un petit peu de J.K. Rowling qui était un peu l'élément déclencheur avec Harry Potter. Est-ce qu'il y a eu d'autres auteuristes par la suite qui ont marqué ton parcours de lectrice et d'autrice en même temps? Il y en a pas mal. Fait que vraiment, je vais me restreindre, je dirais, comme au plus marquant. Bon, je dirais adolescente, vraiment J.K. Rowling, puis d'autres autrices de fantasy, par exemple Marion Zimmer Bradley, pour tout son côté réinvestissement d'un légendaire d'un point de vue féministe. Ça m'avait vraiment, vraiment marqué. Toute la question du point de vue. Tu sais, comment une histoire, dépendamment de quel point de vue on la raconte, ça va changer vraiment notre regard sur celle-ci, le commentaire aussi sur celle-ci. Fait que vraiment, Marion Zimmer Bradley a été vraiment importante pour moi. Sinon, un peu plus tard, au cégep, j'ai fait des rencontres assez mémorables côté littérature. Entre autres, Gaëtan Soucy, la petite fille qui aimait trop les allumettes. Tout le côté onirique, la narration non fiable, l'espèce de porosité réelle, imaginaire aussi m'avait vraiment, vraiment marqué. Puis sa lecture, je me souviens, ça m'a vraiment fait comme un souffle libérateur, là, un vent de créativité. On dirait que soudainement, là, j'avais dans mes mains un set de clés là, qui pouvait débarrer tout plein de portes. Tu sais, les moments où tu dis « Ah, la littérature, ça peut être ça aussi », ben Gaëtan Soucy, ça m'a provoqué cet effet-là. Je dirais Ying Chen aussi m'avait été vraiment marquante, là, toute l'espèce de point de vue spectral qu'on a dans son livre « L'ingratitude » avec lequel je l'ai découverte. Ça m'a vraiment, mais comme on dit, mind-blowé. Puis je me suis dit, mon Dieu, c'est dans ces eaux-là que j'ai envie d'abonder aussi dans mes propres démarches littéraires. Puis sinon, je ne peux pas passer sous silence Claire Legendre. Je ne sais pas si tu la connais. Puis si les gens sur la chaîne la connaissent aussi, vraiment, j'invite tout le monde très fortement à découvrir cette autrice-là qui est originaire de Nice et qui vit au Québec depuis 2011. Son travail d'autofiction et de fiction aussi d'ailleurs est absolument fabuleux et moi, ça m'a vraiment donné beaucoup de courage à faire différents projets, dont mon mémoire de maîtrise, puisque c'est avec elle que je l'ai fait. Ça a été ma directrice de recherche. C'est d'ailleurs comme ça que mon premier roman est né, là, Déterrer les eaux. C'est à travers des dialogues avec Claire Legendre, qui était alors ma professeure, qui m'enseignait l'autofiction, qu'a émergé là, ce projet-là. Fait que voilà, ça a été une personne absolument importante pour moi, Claire Legendre, tant sur le plan là, d'une autrice qui m'a inspirée, mais aussi une autrice qui m'a, en quelque sorte, même passé les armes pour y aller à mon tour. Donc, c'est une personne très importante pour moi. Oh wow, c'est vraiment un super beau parcours, c'est vraiment fascinant. Là, on a parlé un petit peu de déterrer les eaux puis de la genèse un petit peu de ce projet-là. J'aimerais ça savoir quel a été le processus d'écriture qui a mené là, jusqu'à la publication de Déterrer les eaux, qui est en fait ton premier roman là, de l'autofiction. Alors, j'ai suivi un cours avec Claire Legendre au bac. J'étais dans ma dernière année. Et on travaillait le récit de soi. Puis moi, ça faisait pas si longtemps que j'avais, disons, entre guillemets, sorti d'une crise d'anorexie. Je mets des guillemets parce que en sortons-nous un jour complètement, je sais pas. Je peux te dire pour ma part que ça va beaucoup mieux maintenant, mais à l'époque, vraiment, j'étais comme fraîchement sortie de tout ça. J'avais envie de faire quelque chose avec cette matière-là, un peu à la manière des contes de mon adolescence. Et c'est ça, j'en ai parlé avec Claire Legendre, j'en ai fait un projet de fin de session dans son cours. Et ce projet de fin de session-là a finalement déboulé pour devenir un projet de maîtrise à part entière. Puis, c'est une maîtrise en recherche-création. Et dans ce type de maîtrise-là, on a quand même un texte de création à produire. Et moi, je m'étais donné pour mission là,
de faire quelque chose avec mon vécu, avec le trouble alimentaire, mais j'avais envie d'explorer une esthétique performative à travers mon écriture, c'est-à-dire faire en sorte que mon texte fasse écho à l'épuisement physique que vivait ma protagoniste. Fait que je voulais vraiment faire un texte elliptique dont on sent un peu la fatigue, l'épuisement. Fait que c'est pour ça Déterrer les eaux, là, c'est un petit roman un peu elliptique, puis un peu par flash du quotidien. C'est qu'on est vraiment plongé là, dans le regard de la narratrice qui nous relate ce passage-là de sa vie. Fait que c'était vraiment un projet qui a été hyper passionnant à créer dans un cadre académique. Et en bout de ligne, ce projet-là a été présenté à l'éditeur chez Hamac, Éric Simard, que j'adore aussi, qui est un ami de Claire Legendre. Et après de très judicieux conseils d'Éric Simard, on en est venu à retravailler ce texte-là, qui était un petit peu plus court que la forme qui est publiée actuellement. Et ça a donné ce Déterrer les eaux que j'ai eu le bonheur de faire paraître chez Hamac en 2016. Pour elle, ce livre-là, je peux dire que c'était une super belle aventure de ses débuts jusqu'à sa publication et au-delà avec l'adaptation au théâtre qu'il y a eu et tout et tout. Fait que vraiment, je me sens hyper privilégiée en fait d'avoir pu vivre cette initiation-là au milieu littéraire par ce livre-là et toutes les démarches qui l'ont entouré. C'est vraiment un super beau parcours quand même pour un premier roman, là. Une belle progression, un beau processus d'écriture. Puis par la suite, en 2018, tu as écrit une nouvelle dans le collectif de nouvelles Monstres et fantômes, qui est la nouvelle Saint-Kilda. Puis je pense que récemment, elle a été publiée aussi individuellement. Hein? Absolument, ouais. Un petit livre de la collection QA Mini. Donc, c'est vraiment des nouvelles que Québec-Amérique avait envie de mettre en valeur par la publication de ces petits livres-là à 5 $. Donc, c'est le fun pour découvrir des plumes qu'on ne connaissait pas nécessairement auparavant. C'est vraiment une expérience différente aussi de la publication d'un roman complet, là, d'être dans un collectif de nouvelles. Je voulais savoir comment tu as trouvé cette première expérience-là de nouvelles. Ah, d'abord, j'étais hyper touchée que Stéphane Dompierre m'approche, alors que je ne connaissais pas du tout. Il avait seulement lu Déterrer les eaux là, à l'époque, quand il m'a tendu l'invitation pour Monstres et fantômes. C'est ça, j'avais déterré les eaux. Puis, je ne sais pas de quelle façon il a pressenti ça, mais il a senti que j'avais un fort intérêt pour l'horreur. Peut-être parce qu'il y a un petit côté glauque dans Déterrer les eaux, là, le côté fantôme et où. Fait que, il est juste arrivé, il dit « Hey, allô, veux-tu écrire une nouvelle d'horreur? » J'écris, je dirige un collectif avec des autrices qui ne publient pas d'horreur. Fait que c'était défi numéro 1, faire une nouvelle d'horreur. Et le deuxième défi, ben, c'est bien sûr participer à un collectif. Mais tout ça vraiment m'enthousiasmait au plus haut point. Non seulement parce que vraiment, ça me chicotait déjà d'écrire de l'horreur. Tu sais, j'avais pas osé encore le faire, mais j'avais vraiment beaucoup d'intérêt pour le cinéma d'horreur et la littérature d'horreur. Et là, le fait que quelqu'un m'invite à aller explorer ces territoires-là, j'étais juste complètement enchantée. Puis le fait de vivre ça aussi en gang, tu sais, moi, c'était ma première expérience d'écriture de collectif, de faire ça vraiment avec d'autres autrices. Ça m'a permis de connaître des autrices, justement, de connaître des nouvelles personnes, de mieux connaître Stéphane Dompierre, qui est devenu mon éditeur aussi pour mon plus récent roman, Islands, par la suite. Fait que bref, c'était juste une occasion en or à plein de niveaux. Puis c'était extrêmement difficile d'écrire de l'horreur. Donc c'était un beau défi, c'était un défi qui n'était pas facile à relever, mais je suis vraiment contente là, d'avoir fait entrer ça dans ma vie via cette expérience-là parce que je sais maintenant que c'est vraiment un genre que j'adore aussi écrire puis que j'ai envie de continuer dans cette branche-là. Fait que vraiment, c'est une belle occasion. Puis je trouve que de différentes manières, les collectifs, ça nous permet justement de faire des incursions, des excursions dans des territoires qu'on explore moins dans nos romans ou dans des textes plus longs. Fait que je trouve que c'est vraiment le fun pour ça. Est-ce qu'après être allé explorer un genre différent, c'est ça qui a donné envie de retourner un peu à l'autofiction avec Roue claire naturelle, qui est un roman qui traite aussi d'obsession puis qui est vraiment étroitement lié à Déterrer les eaux dans certaines scènes. Je me demandais quelle avait été la démarche par rapport à ce deuxième roman. Est-ce qu'on retournait aux sources par la suite? Alors, oh mon Dieu, je ris parce que c'est vraiment un cas particulier au plan naturel. Alors, au plan naturel, je savais que j'allais l'écrire au moment où j'écrivais Déterrer les eaux. Ouais.
Puis je savais que ce deuxième roman-là allait être beaucoup plus difficile à écrire que Déterrer les eaux, pour la simple et bonne raison que c'est vraiment difficile de parler de ses propres mensonges. Fait que tout ça pour dire que j'écrivais Déterrer les eaux, puis je me disais, oh mon Dieu, le prochain, ça va être tellement tough. Je le voyais venir, là, puis il a pris vraiment beaucoup de temps à se faire écrire parce que j'avais énormément de difficultés à accepter d'écrire sur ce sujet-là. J'étais un peu comme en jouer à cache-cache avec mon écriture. Puis, il y a comme eu 8 versions, genre, ce livre-là. C'est comme vraiment, là, tu sais, je me mettais à table là, pour écrire, puis j'avais des stratégies d'évitement absolument intenses. Là, genre, je détournais mon sujet. Puis d'ailleurs, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais vers la fin du livre, la narratrice, elle va voir une psychanalyste. Puis elle n'est jamais capable d'aborder de front le sujet de sa visite. Elle finit toujours par parler d'autre chose puis détourner le sujet parce qu'elle a trop honte de dire comme je viens te consulter parce que je fais un mensonge et j'ai de la difficulté à m'en sortir. Mais c'est exactement ma dynamique avec ce livre-là. Fait que c'est vraiment une chance que Éric Simard, mon éditeur, me relançait toujours vers la voie où aller parce que vraiment, là, je trouvais ça physiquement douloureux. Vraiment, je terminais mes journées d'écriture et j'étais morte, j'étais tellement épuisée. Fait que finalement, ça a donné un livre qui est, comme tu l'as mentionné, inextricablement lié à Déterrer les eaux. Je pense que c'est vraiment dû au fait que ces deux livres-là en quelque sorte, existaient les deux en même temps, en moi, en même temps, mais c'est simplement que j'avais besoin d'écrire Déterrer les eaux, qui était la chose la moins difficile à raconter des deux, pour pouvoir être capable d'écrire Rouclair naturel, qui était vraiment hyper douloureux à tellement de niveaux. Fait que c'est ça, ça a été... c'est peut-être pas juste de le dire de même, mais Déterrer les eaux, c'était un peu mon coup de pratique là, avant de pouvoir plonger dans la vraie bête noire qui m'angoissait profondément. Fait que voilà, c'est comme ça que c'est apparu. Puis c'est aussi pour ça que j'avais pas le choix de faire référence à Déterrer les eaux dans Rouclair naturel, parce qu'en quelque sorte, Déterrer les eaux, c'est ce que j'étais capable de raconter à ce moment-là, et Rouclair naturel, c'est un peu comme la face cachée, c'est vraiment le squelette dans le placard, enfoui encore plus profondément. Fait que c'est ça, c'est un peu comme la lune et sa face cachée. Fascinant là, de savoir comment ils ont été écrits. Je savais qu'ils étaient très liés, mais de savoir même qu'un roman va être écrit avant même qu'on soit rendu là, mais qu'on n'est pas prêt d'en parler, je trouve que c'est vraiment... c'est bouleversant, mais ça se ressent aussi. J'ai les souvenirs de ce livre-là, puis je sais qu'il y avait quelque chose de très près entre les deux. C'est intéressant d'en savoir plus à propos de ce livre-là. Puis par la suite, en 2019, et là, on est retourné un petit peu au collectif de nouvelles, mais cette fois-ci, c'était dans une position différente, parce que Stalkers, c'est toi qui l'as dirigé avec Joyce Baker. Puis j'aimerais ça savoir, quels sont les aspects que tu préfères dans l'écriture d'une nouvelle par rapport à un roman, puis quels sont les aspects que tu trouves les plus complexes dans l'écriture d'une nouvelle? Ah, je pense que j'aime tout la nouvelle. Si je laisse parler mon cœur, je pense que j'ai beaucoup plus de fun à écrire des nouvelles. Parce que c'est comme des petites bulles de laboratoire, d'expérimentation. Puis moi, ça me permet vraiment de m'amuser puis de jouer, de me donner des contraintes, d'aller explorer, comme je le mentionnais tout à l'heure avec l'horreur, d'aller explorer des genres ou des sujets que je vais peut-être pas me donner pour mandat d'explorer dans des projets plus longs comme les romans. Puis souvent, les nouvelles, c'est ce qui me permet de respirer dans l'écriture de mes longs projets romanesques. J'ai le temps d'écrire plusieurs nouvelles pendant qu'il y a comme un roman qui se fait écrire. Ces espèces de petites valses-là, à l'extérieur des gros projets romanesques, ben, ça me donne vraiment comme plus confiance en moi aussi en tant qu'autrice. Ça me donne des petits défis à plus ou moins court terme à relever puis à faire évoluer mon écriture à travers tout ça. Fait que vraiment, pour moi, écrire la nouvelle, c'est hyper utile. Je trouve ça hyper le fun, mais je trouve ça aussi hyper utile. Puis bien honnêtement, j'aurais de la difficulté à trouver c'est quoi les choses les plus complexes ou difficiles avec l'écriture de nouvelles, tant j'adore cette forme. Puis, il faut dire aussi que je suis une autrice qui écrit bref, qui écrit court, même quand je fais des projets romanesques. Et ces projets romanesques-là, en plus, sont en fragments. Fait que je pense que j'ai comme une aisance naturelle pour l'elliptique, le court, le concis. Fait que ça me fait encore plus aimer la nouvelle. Mais j'essaie vraiment de penser. Mais je pense que si j'ai une chose à mentionner pour la nouvelle,
c'est que des fois, on a les yeux plus gros que la panse, en tout cas, dans mon cas. Puis là, on se donne comme des gros sujets vraiment intenses à déplier pour un texte de 3000 mots, parce que souvent, on a comme une contrainte de mots quand on participe, par exemple, à un collectif. Du style, on se fait dire, bon, ben, tu peux écrire une nouvelle de genre 3000 à 4000 mots ou genre 5000 mots maximum. Puis là, tu arrives avec des gros sujets, là, puis là, il y a du stock, puis là, tu te dis, ah, comment je vais y arriver? Puis là, finalement, tu dois te rendre à l'évidence que ce sujet-là n'est pas pour une nouvelle de 2500 mots, mais bien pour un roman. Fait que là, tu comme, mets ça de côté sur une tablette, puis tu te dis, un jour, ça va être son heure, mais pas maintenant. Fait que je pense que c'est ça le principal défi, c'est vraiment de ne pas prendre des sujets qui sont trop ambitieux pour la forme brève de la nouvelle, puis prendre son mal en patience en se disant que ça va être traité plus tard. Oui, c'est quand même un super bon défi. Mais de ce que je comprends, c'est que tu as quand même une bonne capacité à synthétiser assez rapidement là, pour être capable d'écrire des nouvelles. Par le saisir à la longue aussi, tu sais, comme, OK, non, ça, c'est du stuff de nouvelle, ça, c'est du stuff pour un roman. Au début, je ne savais pas trop, puis je lis des fois mes premières nouvelles, je suis comme, old school, tu sais, c'est comme, on dirait le résumé d'un livre, genre, tu sais, c'est fou, là, comment, genre, on dirait que je veux jamais trop d'affaires, mais là, de plus en plus, tu sais, je sais, tu sais, j'ai une idée qui me traverse la tête, puis je fais comme, non, ça me semble que c'est pas pour une nouvelle. Ah ouais. Ben, j'imagine que ça devenait super confortable parce qu'en 2019, il y a eu aussi un autre collectif de nouvelles qui était Folle Forte, cette fois-ci dirigé par Marie Demers. Puis ce collectif-là m'intrigue beaucoup. J'aimerais ça savoir quelle est la démarche d'écriture autour d'un collectif, mais plus spécifiquement de celui-là. Je pense que tu en as glissé un petit peu un mot tantôt que vous écriviez ensemble. Donc j'aimerais ça savoir, là, est-ce que vous partagez vos idées? Est-ce que vous faites ça individuellement? Ça change vraiment, vraiment d'un collectif à l'autre. Tu sais, il y a des collectifs, on a même des groupes Facebook secrets, là, où genre, on s'envoie des photos, puis des idées de textes et des niaiseries aussi, où on devient un peu comme plus amis aussi à travers ça. Mais il y a d'autres collectifs où c'est un hybride entre les deux. Tu sais, on entre en contact et tout, on fait des 5 à 7, puis on va dire nos idées, mais sans plus. Puis il y en a d'autres où c'est vraiment, tu sais, serré. Je pense que ça dépend vraiment de chaque projet, de chaque initiative. Puis il n'y en a pas comme une meilleure que l'autre. Vraiment, tu sais, j'ai connu de tout. Puis, tu sais, ça dépend vraiment juste de la vibe aussi générale de la gang qui compose le collectif. Pour Folle Fruit Forte en particulier, je peux dire qu'on avait un groupe Facebook, c'était vraiment chouette. Là, on voyait des trucs passer. Souvent, on en profite aussi dans ces groupes-là pour comme souligner les accomplissements des autres. Ça devient comme c'est ça, la petite communauté virtuelle qui est à la fois éphémère parce que c'est autour de la création du collectif, mais qui reste dans le temps parce que les groupes Facebook ne meurent jamais, n'est-ce pas? Fait que pour Folle Fruit Forte, on avait, je me souviens plus si on avait partagé nos sujets de texte, mais je me souviens que d'une manière ou d'une autre, on a tous fini par savoir un peu ce que les autres allaient traiter comme sujet. Mais ce qui est vraiment intéressant avec ce collectif-là, c'est que, ben, comme le titre l'indique, il y avait 3 figures qui nous étaient proposées d'explorer, folle, fruit et forte. Et la manière dont Marie Demers nous a présenté ça, puis nous a comme tendu l'invitation, c'est qu'on n'était pas obligé de juste s'intéresser à une des 3 figures dans notre nouvelle. Moi, mon but, c'était un peu ambitieux, mais c'était dans quelque sorte d'aborder les 3. Puis, d'aborder les 3 à travers mon récit de fiction qui cadre ces femmes de la construction-là, qui sont aussi des sorcières. C'était vraiment l'idée aussi de laisser le champ libre à Marie de placer ma nouvelle dans une des 3 catégories parce qu'éventuellement, ce collectif-là s'est segmenté en 3 sous-parties. Donc, ça a commencé avec les fruits, les fortes et les folles. Puis, moi, mon gros fun là, tout le long que j'écrivais ma nouvelle, c'était de me demander, mais Marie, elle va me classer dans laquelle des 3? Finalement, je suis dans les fruits, puis je suis vraiment contente. Mais je ne savais pas, là, c'était vraiment une surprise. Puis je pense qu'on a tous eu un peu la surprise parce qu'il y a plusieurs des nouvelles du collectif qui recoupent vraiment les trois figures archétypales. Fait que c'est vraiment intéressant de voir comment Marie, non seulement est entrée en dialogue avec nous en faisant suivi éditorial, mais en composant la structure même du livre puis en nous plaçant dans l'une ou l'autre de ces 3 segments-là, parce que ça nous en disait long quand même sur son interprétation de lecture. Qu'est-ce qui avait ressorti selon elle, puis comment aussi elle voulait le présenter aux lecteurs et lectrices. Fait que voilà, c'est vraiment une super belle aventure aussi, Folle Fruit Forte. Je suis bien chanceuse, j'ai participé vraiment à des beaux projets de collectif. C'est le seul qui me reste à lire, mais j'ai tellement hâte de lire ce collectif-là.
J'ai très, très hâte. Par la suite, ben, en 2021, on est retourné au format roman avec Mukbang. Donc, ça, c'est la dernière sensation. Mukbang, c'est un de mes derniers coups de cœur. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui t'a inspiré à l'écriture de ce roman-là. Alors, je fais intervenir de nouveau Marie Demers. D'ailleurs, je suis contente que cette question-là fasse suite à l'autre parce que c'est aussi grâce à Marie Demers si ce roman existe. Parce que pour la première fois de ma vie, je me faisais tendre une invitation pour un roman, l'écriture d'un roman. Tu sais, à date, ça m'était arrivé pour des nouvelles, pour des collectifs, mais là, c'était carrément Marie Demers qui avait envie de fonder la collection Tête dure aux éditions Tête première. Et elle m'a approchée en me disant, j'aimerais ça que tu écrives le premier roman qui serait apparaître dans cette collection-là, où est d'ailleurs paru aussi Folle Fruit Forte en 2019. Fait que c'est ça, est arrivé avec les lignes éditoriales qui, grosso modo, sont les suivantes. Collection jeune adulte qui traite de sujets d'actualité, qui n'a pas peur d'aller explorer les tabous puis des sujets problématiques. Qui veut aussi promouvoir les expérimentations formelles. Là, j'imagine que tu me vois peut-être venir avec les codes QR. Donc, expérimentation formelle. Fait que là, j'ai comme mis tout ça dans ma tête. Je suis partie en étant un peu comme fébrile à l'idée, tu sais, d'écrire un roman pour inaugurer cette nouvelle collection-là. Mais assez rapidement, il m'est venu une idée vraiment folle. Suite à quelques suggestions YouTube qui m'avaient été recommandées. Tu sais, quand on fait des recherches sur YouTube, il y a toujours des vidéos là, qui pop et qui nous sont suggérées. Puis moi, ça faisait un certain temps que j'avais des suggestions de vidéos de mukbang. Puis j'étais comme, oh my God! Qu'est-ce que c'est ça? Fait que j'ai commencé à les écouter, même si je trouvais ça pas particulièrement agréable parce que je fais un peu de misophonie, c'est-à-dire je déteste entendre des gens manger et boire. Mais j'écoutais ça d'un point de vue presque anthropologique ou sociologique. J'étais juste comme vraiment fascinée par le fait qu'il y a des gens qui se filment en train de manger. Mais j'étais aussi, et peut-être même surtout, fascinée par comment les gens réagissaient à ça, puis comment les gens commentaient ces vidéos-là. J'étais un peu tombée dans le rabbit hole des vidéos mukbang, comme Kim, dans mon livre, tombe aussi là-dedans. Fait que c'était vraiment comme ça, là, par pure curiosité. Puis tout ça s'est mis ensemble dans ma tête. L'invitation de Marie, les lignes éditoriales de sa nouvelle collection et les vidéos mukbang. Et là, m'est venue l'idée d'une femme qui voulait se lancer dans les vidéos mukbang et qui allait beaucoup trop loin dans dans son ambition. Ah oui, j'ai oublié de le mentionner. Je rewind un peu. Quand Marie m'a invitée pour écrire ce roman-là, elle m'a dit « Ça serait le fun que tu traites d'une femme qui est vraiment hyper dans la performance de soi, et qui a vraiment une ambition complètement démesurée, d'être la meilleure dans quelque chose. Là, vraiment une fille qui veut se rendre là, à la perfection jusqu'au bout de son affaire. Fait que c'est là que m'est venue l'idée de Kim qui va vraiment très loin là, dans les mukbangs. Puis là, je me retiens pour vraiment pas faire de divulgateur. Mais j'avais vraiment envie de pousser ça à l'extrême. Puis au final, au fil des réécritures, c'est aller plus loin que juste l'histoire de Kim. Puis, en fait, c'est que j'avais vraiment envie de parler de l'excès de la surenchère contemporaine. Puis cet excès-là, oui, on le retrouve dans Internet, dans les mukbangs. Puis d'ailleurs, les mukbangs, c'est un peu devenu le symbole de l'ensemble des sujets que je voulais traiter dans ce livre-là. C'est un peu comme devenu une genre de métonymie de la surenchère puis de l'excès contemporain. Fait que c'est ça, je vais faire un roman là, qui traite de ça, mais qui ressemble aussi à ça. Je vais faire un roman qui est excessif, qui est presque de mauvais goût, là, tellement il est too much. Quelque chose qui est un peu, qui nous en met plein la vue, qui est très graphique et tout. Fait que vraiment, je vais faire un roman qui parle des mukbangs au sens large et au sens symbolique, dans le sens d'excessif. Mais je vais faire aussi je vais proposer au lectorat une expérience qui ressemble aussi à la consommation des mukbangs en ligne. C'était vraiment, c'était ça mon défi là, littéraire. Puis bien sûr, je me suis vraiment beaucoup amusée avec la forme. Dès le départ, j'avais dans l'idée d'inclure des articles tirés du web, d'inclure aussi toutes sortes de documents là, pour donner l'impression un peu qu'on lit des pages web des fois, parce que j'avais vraiment envie que la forme nous fasse vivre vraiment l'expérience d'une navigation en ligne. Puis c'est vers la toute fin là, de la création du livre que Marie et moi avons eu l'idée folle d'intégrer des codes QR pour vraiment donner encore plus à l'expérience
qui se veut la plus interdisciplinaire possible, et donc des liens là, qui nous amènent vers des vidéos YouTube, vers des GIFs, vers des niaiseries de tout ordre et des trucs plus sérieux, des documents informatifs. Fait que vraiment, c'est une espèce de gros fourre-tout, là, les codes QR. Puis il y en a vraiment énormément et excessivement dans le roman parce que je voulais justement, dans l'idée d'excès, d'en donner vraiment plus que pour notre fin, là, qu'on soit un peu gavé là, en tant que lecteur et lectrice de tout ça, là, de tous ces liens web plus ou moins utiles. Et dans le fond, ça rejoint un peu ce qui se passe dans le livre avec mes personnages, c'est-à-dire que les personnages finissent tous par sombrer un peu dans des rabbit holes d'Internet et du rapport aux technologies de manière générale. Puis je voulais que le lecteur, la lectrice vive un peu ça. Donc, c'est la personne qui se risque à commencer à ouvrir les codes QR, qui se ramasse avec genre plein d'onglets par rapport, genre sur son navigateur, puis qu'éventuellement nos algorithmes soient complètement bousillés. Fait que voilà, c'est comme ça que Mukbang a pris forme, puis je te dirais que c'est le texte qui a été le plus long et laborieux à écrire avec Fouclair Naturel. Encore une fois, je pense que c'est parce que j'avais vraiment visé un projet assez ambitieux, puis j'étais jamais vraiment complètement satisfaite jusqu'aux toutes dernières versions là, de ce que ça donnait en termes de récit complet et tout. Tu sais, comme j'ai mentionné tantôt, au départ, c'était que le récit de Kim, puis je trouvais que ça portait pas assez loin, tu sais, ma lecture sociétale et tout, puis mon commentaire, c'était très limité, puis on était vraiment centré sur un personnage, puis le fait de pas avoir accès à d'autres visions de d'autres personnages sur cette histoire-là, ben c'est ça, je trouvais que c'était assez restreignant, puis je sentais que le texte pouvait aller beaucoup plus loin. Fait que j'ai été super bien accompagnée là, avec Marie Demers qui m'a suivie et soutenue et conseillée et lue à chacune des 1001 versions de ce livre-là. C'est vraiment une expérience complète. Tu sais, moi, je suis un peu de l'autre côté du miroir parce que le monde de YouTube, c'est quand même le mien. Mais tu sais, moi, je suis pas dans la fleur de l'âge de l'influence et de faire des vidéos populaires pour le faire. Mais en lisant cette expérience-là, je pouvais tellement voir des personnes que je connais, puis nous, ben, c'est sûr que c'est pas par rapport à la nourriture, mais par rapport aux livres aussi, ça peut devenir excessif à acheter le plus de livres possible et, tu sais, à faire tout le temps la vidéo la plus longue, ou la plus farfelue, ou la plus... Donc, ça m'a vraiment beaucoup interpellée. Puis aussi, l'aspect nostalgie, moi, au début, j'aimais beaucoup les codes QR pour ma jeune enfance. C'est vraiment un ouvrage que j'ai trouvé poignant, là, puis que je recommande abondamment. Donc, merci beaucoup pour l'écriture de ce livre-là. Merci à toi. Ça fait plaisir. En 2021, tu as continué à ne pas chômer. Tu n'as pas été paresseuse en 2021. La suite, c'est un Bagel qui a été publié en août 2021. Puis pour moi, Bagel, c'est un roman qui complète vraiment bien Déterrer les eaux et Roux clair naturel, mais dans une perspective différente, beaucoup plus douce. D'ailleurs, avec les illustrations d'Amélie Dubois, je trouve que ça rajoute beaucoup de douceur. Est-ce que pour la première fois, c'était comme un roman très doux? Est-ce que c'est celui-là qui a été le plus difficile à écrire? Alors, je parlais un petit peu de son contexte de création, parce que c'est vraiment un cas particulier, celui-là. Je l'ai écrit, en fait, pendant 1 an, à raison de 1 texte/bagel par mois. Et ces textes-là faisaient 300 mots maximum. Parce qu'on m'avait invité à faire une résidence d'écriture d'une durée d'1 an sur le site du Crachoir de Flaubert, qui est un site Internet où il y a différents artistes littéraires en résidence qui sont là pendant 1 an. Moi, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je peux faire pendant 1 an qui serait comme un peu en lien avec ce que j'ai déjà fait, mais que je n'ai pas encore exprimé. Puis, quelle forme je pourrais emprunter pour rendre ça vraiment cohérent? Dans le fond, l'idée des 12 bagels, ça vient tout simplement du fait que j'avais 12 mois d'écriture à faire et il y a toujours 12 bagels quand tu achètes une douzaine chez Saint-Viateur. Fait que c'est vraiment parti comme ça. Hein? C'était vraiment par des contraintes techniques que je me suis donné de faire. Et en fait, c'est un texte que j'avais déjà comme envie d'écrire depuis un moment parce que autant j'étais heureuse et je suis encore heureuse de mon premier roman Déterrer les eaux, autant je n'étais pas tout à fait en paix avec le fait que ce roman-là cadre vraiment la période de crise, hein? La période vraiment dure où la protagoniste
trouve pas vraiment d'aide. En fait, elle essaie de trouver de l'aide, mais elle-même fait toujours des pas de recul quand elle en trouve. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de problèmes de communication là, entourant son trouble du comportement alimentaire. Elle est très, très isolée dans ce livre-là. Ce qui arrive, c'est que j'ai connu cette petite période-là au début du trouble alimentaire où j'étais un peu perdue, puis je savais pas vraiment comment communiquer avec d'autres personnes. Les autres personnes aussi, tu sais, savaient pas trop comment dealer avec moi. Mais éventuellement, j'ai eu un apport, mais absolument fabuleux de la part de mes proches. Là, vraiment un support, un appui incroyable. J'ai été super bien suivie aussi en psychothérapie par une psychologue qui est vraiment géniale. Fait que je trouvais ça vraiment dommage, en fait, de ne pas avoir parlé de ça dans Déterrer les eaux. Parce que Déterrer les eaux, c'était tout simplement pas ça l'objectif du livre. Ça aurait été complètement autre chose si j'avais ouvert cette porte-là à la fin. C'était vraiment pas ça mon but en tant qu'autrice. Fait que j'ai pas pu témoigner vraiment de tout ce que j'ai pu, tout ce dont j'ai pu bénéficier là, comme appui de mes proches, de mon entourage. Fait que ça me chicotait, tu sais, quand t'as une crotte sur le cœur, t'es comme, ah, tu sais, c'est plate, là, que, tu sais, je suis contente que Déterrer les eaux existe ainsi, mais ça serait le fun que autre chose existe et témoigne aussi du processus de guérison et des proches qui accompagnent et qui m'ont accompagnée. Fait que c'est comme ça, là, qu'est née l'idée de Bagels, parce que j'avais encore à dire sur ce que j'avais vécu et que je trouvais que j'avais pas eu l'occasion de le faire jusqu'à présent, puis que c'était important aussi pour moi en tant qu'autrice, mais aussi en tant que personne de faire de créer ce texte-là. Fait que c'est vraiment comme ça que c'est né. Et je dirais que c'est vraiment le texte qui a été pour moi le plus aisé à faire. Je pense parce que le sujet, comme tu le disais tout à l'heure, Bagel, c'est assez doux, c'est plus lumineux que Déterrer les eaux, par exemple, et même que tous mes autres livres, en fait. Il y a quelque chose qui est porteur d'espoir, tu sais, puis je ne vais pas en dire trop, mais on parle non seulement du processus de guérison, mais il y a comme une espèce de miroitement à la fin où on fait comme, oh, OK, il y a quelque chose qui se passe, puis on est moins dans l'entre-deux qu'à la fin de Déterrer les eaux où on fait comme, hey boy, ça va pas bien, qu'est-ce qui va se passer? Fait que on dirait que de revoir ce vécu-là de la guérison sous un œil non seulement distancié, hein, il y a quand même, il y avait 10 ans qui s'étaient écoulés entre le moment où j'ai écrit Bagel et où j'avais vécu cette période de crise-là. Fait que la distanciation temporelle, le fait de porter un regard aussi peut-être plus serein sur cette période-là, étant donné que je parlais quand même du processus de guérison, des gens qui m'ont accompagnée, bien, ça fait en sorte que c'était vraiment, vraiment non seulement plus facile à écrire, mais touchant. J'ai été souvent très émue. Là, je broyais devant mes propres textes en écrivant ça. Puis encore aujourd'hui, la fin, là, je serais incapable de la lire à voix haute parce que j'ai la gorge là, qui se nourrait et tout. Fait que, ouais, non, ça a été comme un bon, je pense, pour moi de faire ce processus d'écriture-là. Puis dans mon entourage aussi, c'est un texte qui a été bien reçu. Puis je pense qu'il a apaisé plusieurs personnes, entre autres mes parents, ma famille, le direct. Parce que, veut pas, quand on traverse cette chose-là avec quelqu'un qui vit un trouble alimentaire, ben, il reste quand même une mémoire, des souvenirs quand même difficiles. Je pense que ça permettait comme de mettre une espèce de petite couverture là, sur ce qu'on avait vécu ensemble à travers tout ça. Fait que, ouais, non, c'était vraiment un beau projet qui m'a fait beaucoup de bien, là, overall. Là. Je peux même pas dire si j'ai trouvé ça difficile à un moment donné. Celui qui remporte la palme du plus difficile, ça reste Rouplan naturel. C'était juste pour boucler la boucle tout doucement. Donc, je comprends dans cette perspective-là pourquoi c'était beaucoup plus doux et beaucoup plus facile à écrire. J'imagine qu'après toute cette belle douceur-là, c'est pour ça qu'on retourne avec l'horreur. Donc, on est prêt à prolonger parce qu'en septembre 2021, c'est Highlands qui a été publié, où là, on s'en va en Écosse avec Ces fantômes. Donc, j'aimerais ça savoir d'où part l'intérêt pour l'Écosse. Les fantômes, on les avait vus un petit peu avant. Il y avait de la noirceur et de l'horreur, mais l'Écosse, c'était la première fois qu'on en entendait parler. Oui, en fait, je dirais que comme la naissance de mon intérêt pour l'Écosse remonte à très loin. Je retourne à mon enfance. Donc, après avoir lu Harry Potter, j'ai commencé à écrire mon premier roman de fantasy qui se passait en Irlande, un voyage dans le temps. J'avais pas lu Outlander à l'époque, je tiens à le dire. Et j'ai comme un intérêt très fort pour l'Irlande et pour l'Écosse qui s'est développé à ce moment-là. Ça m'a suivi vraiment toute mon adolescence, ma vie adulte. Et au moment où Stéphane Dompierre m'a invité à écrire la nouvelle là, pour
pour Monstres et fantômes, nouvelle qui se passe en Écosse, ça a comme ravivé mon désir de mettre à profit ma passion pour ces contrées que j'adore. Et c'est là que je me suis dit, je vais faire quelque chose qui se passe dans le folklore écossais sur une île et tout et tout. Fait que je dirais que Highlands est né en quelque sorte de ma nouvelle Saint-Kilda dans le collectif Monstres et fantômes. C'est un peu comme un prolongement en termes d'ambiance, en termes de volonté là, d'écriture, là, de type de personnage aussi, un peu inquiétant en soi. Fait que ouais, non, ça part vraiment de cet intérêt-là qui est très lointain là, pour moi, pour l'Écosse. Et un intérêt aussi qui date à peu près des mêmes années. Là. J'avais peut-être 10-11 ans où je commençais à m'intéresser beaucoup aux histoires de fantômes. Là. Je dévalisais le rayon ésotérique, parapsychologie à la bibliothèque à côté de chez nous. Puis j'arrivais plus à dormir. Là. C'était rendu tellement malsain. Là. J'avais tellement une grande passion. J'en lisais tout le temps des histoires de fantômes. J'écoutais les trucs à Canal D. Puis j'étais plus capable de dormir, mais je continuais quand même. Bref. Puis cette passion-là pour l'histoire de fantômes, ça m'est resté. Puis je pense que dans l'horreur, c'est définitivement ce qui me fait le plus peur, là, les fantômes. Puis, tu sais, l'Écosse, c'est le pays des fantômes. C'est un pays où je suis allée 2 fois. J'ai eu la chance de faire 2 voyages là-bas, dont mon dernier qui a été pendant 1 mois en décembre. Puis à chaque fois que je vais là-bas, j'adore ça. Je trouve ça super beau, vraiment. Tu sais, c'est le genre de pays où je déménagerais là, du jour au lendemain, tellement je me sens chez moi là-bas. Paysage à couper le souffle, hein, le moindrement que vous avez vu l'Écosse dans des films ou quoi que ce soit, là, c'est incomparable. Mais j'ai toujours cette espèce de petit côté-là angoissé quand je vais là-bas. J'ai souvent fait des rêves un peu bizarres, des genres de cauchemars très troublants qui te restent pendant des années, là, littéralement. Des histoires de fantômes aussi. Un moment donné, on en reparlera si tu veux des histoires de fantômes que j'ai vécues là-bas. D'ailleurs, il y en a beaucoup là, de ces anecdotes-là qui sont ramassées dans Highlands de manière métamorphosée. J'ai fait un travail de réécriture, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Highlands qui est puisé de mon vécu en Écosse. Fait que bref, mes voyages là-bas, c'est toujours sublime et angoissant. Puis c'est un peu dans cette zone-là que j'ai voulu comme creuser là, pour l'écriture de Highlands. Donc, ça vient vraiment de mes intérêts personnels pour ce pays-là, son répertoire folklorique, ses histoires de fantômes. Il y a vraiment des trucs super trash. Là. Moi, je suis fan des podcasts de crimes et surnaturels en Écosse. D'ailleurs, si vous allez là, sur Spotify ou en ligne, vous allez trouver, il y a plein de podcasts fabuleux qui parlent d'histoires de fantômes et de contes de légendes qui se passent en Écosse. C'est vraiment tout ça là, que j'ai voulu mettre dans Highlands parce que pour moi, c'est un roman qui est carrément une lettre d'amour de moi à l'Écosse. C'est vraiment tout ce que j'aime de ce pays-là, je l'ai mis dedans. Fait que c'est ça, vraiment, c'est comme ça que la volonté d'écrire ce projet-là est née. C'est mon projet de pandémie aussi. Hein, je l'ai écrit au plus creux du 2e ou 3e confinement. Tu sais, l'hiver dernier, là, quand il y avait le couvre-feu et tout, on ne pouvait plus sortir de chez nous, c'était alerte rouge. Là. Ben, c'est dans cette période-là que j'ai écrit Highlands. Fait que c'était vraiment mon espèce d'exutoire où je mettais à profit absolument toutes mes grandes passions entourant ce pays-là. Fait que c'est ça. Alors, donc, une belle lettre d'amour à l'Écosse. J'ai hâte d'en savoir plus sur l'Écosse. J'ai 2 petites questions de 2 personnes qui m'ont écrit sur Instagram. Donc, la première question, c'est d'Annie Claude. Elle voulait mentionner qu'elle aime beaucoup ton travail, puis elle aimerait ça savoir, on a un petit peu parlé au fur et à mesure de l'entrevue, mais quelle part de toi se retrouve dans tes œuvres? Ben, merci beaucoup, Annie-Claude. Ça me touche vraiment, puis c'est une question que j'aime beaucoup aussi parce que, en fait, de fil en aiguille, à mesure que je fais mes projets, je me rends compte que c'est très éclaté hein, ce que je fais, là, en termes de genre, en termes de type de protagoniste aussi, que des fois c'est à travers de l'autofiction, c'est mon vécu, des fois c'est complètement ailleurs. La mère inquiétante dans Highlands, je veux dire, elle n'a pas grand-chose à voir avec moi, mais pourtant, tout ce que je crée prend pour origine une part de moi. Comme tu le mentionnes dans ma question, bien sûr, il y a une part de moi dans tout ce que je fais. Puis je pense que cette part-là de moi, et ça, je le mesure au fur et à mesure que j'évolue en tant qu'autrice, c'est la part de moi dans laquelle je vais explorer dans chacun de mes projets, c'est la part, en fait,
que j'ose pas présenter là, en public dans la vie mondaine. C'est vraiment ma part d'ombre. C'est ce que je veux cacher, ce que j'ose pas dire, ce que je refoule. Puis, tu sais, là, les sourciers là, qui avancent avec un bâton pour essayer de sonder où se trouvent les sources souterraines, bien, moi, mon bâton de sourcière, c'est carrément mes peurs, mes angoisses, puis toute cette horreur-là que j'ai pas envie de confronter en temps réel. Fait que c'est vraiment comme ça que je dirige mon intuition, disons, pour la création de mes projets. C'est que je me demande qu'est-ce que j'ai le moins envie de dealer avec en ce moment. Tu sais, par exemple, le mensonge en plan naturel, j'ai consciemment choisi ça parce que je savais qu'à ce moment-là, c'était la chose qui m'angoissait le plus d'aborder. Fait que c'était vraiment, là, c'est un peu comme ça que je trouve mes sujets. En fait, c'est même pas des sujets que je trouve, c'est carrément des idées qui s'imposent à moi. Je me rends compte que mon réflexe, c'est carrément d'aller plonger dans mes vulnérabilités, carrément, d'aller plonger dans ce qui me fait peur, d'aller dans ce que j'ai pas envie d'avouer aux autres, mais même parfois de m'avouer à moi. Puis pourquoi je trouve ça aussi intéressant comme démarche d'écriture, c'est que je trouve qu'il y a vraiment des trésors qui se cachent dans ces endroits-là, ces zones troubles où on n'ose pas aller en temps normal. Puis, tu sais, Joseph Campbell disait que la grotte dans laquelle on n'ose pas entrer cache en fait nos plus grands trésors. Mais c'est carrément ça là, que j'envisage là, pour mes démarches d'écriture. C'est à chaque fois que je sens que j'ai une fragilité, que j'ai une zone où je fais comme ouf, mais ça me semble que ça fait mal aller par là. Je me dis, ben c'est peut-être parce que c'est par là que je dois aller. Je trouve qu'on découvre vraiment des choses fabuleuses quand on se donne le droit d'explorer ces contrées-là inquiétantes. C'est ça, c'est pas toujours facile. Puis ça, c'est peut-être mon petit conseil aux personnes qui nous écoutent en ce moment puis qui écrivent aussi. Oui, je me donne pour mandat d'aller touiller là, dans les blessures, dans les choses qui me font peur. Mais j'ai la chance d'être super bien entourée puis d'avoir des gens pour me backer à travers ces processus-là qui peuvent s'avérer parfois très douloureux, très qui réactivent des traumas là, carrément. Fait que vraiment, de bien s'entourer puis de sentir qu'on est capable de mener à bien ces projets-là, je pense que c'est super important pour notre santé mentale. Puis je tiens à dire vraiment que ça ne vaut pas la peine de mettre en péril notre santé mentale pour des projets littéraires. Fait que c'est ça, d'être quand même consciente de nos limites. Puis j'essaie de plus en plus là, d'être consciente de ces limites-là là, à travers mes processus d'écriture parce que vraiment, ça ne vaut pas la peine de s'écorcher inutilement, je pense, quand on crée, que ce soit en écriture ou ailleurs. Il faut vraiment s'écouter puis être capable d'être douce envers soi-même puis honorer aussi nos limites. Des fois, se dire que si à un moment donné, ce projet-là, je ne suis pas capable de l'affronter maintenant, ça va peut-être être plus tard parce que je vais sentir que c'est un meilleur contexte ou quoi que ce soit. Fait que vraiment, c'est ça. J'explore mes parts d'ombre. Je pense que c'est la part d'ombre qui revient là, dans chacun de mes projets d'une manière ou d'une autre, d'une manière déguisée ou plus ou moins déguisée. Mais c'est ça, c'est vraiment ma part d'ombre. C'est mon shadow work, on pourrait dire, là, que je fais. Ça m'aide beaucoup sur le plan personnel aussi, je peux dire, au-delà de mon chapeau d'autrice. J'aime beaucoup le fait que tu as utilisé le terme shadow work pour introduire ma dernière petite question de Sylvain Démenti parce que, en fait, c'est complètement par hasard lorsque j'ai regardé ta biographie dans Monstres et fantômes, puis il y avait mention de tarot. Donc, la question de Sylvain, c'est est-ce que tu te sers du tarot dans ton écriture ou pour ton écriture? La réponse est oui, parce que je me sers du tarot vraiment fréquemment. Fait que par ricochet, c'est sûr que ça influence mon écriture. Puis d'ailleurs, ça fait vraiment suite à ma précédente réponse avec la mention du shadow work, parce que en fait, j'utilise beaucoup le tarot comme shadow work, non seulement parce que je me fais des tirages et j'essaie le plus possible de me confronter à ce que les lames me révèlent, mais aussi parce que des fois, je me plais simplement à regarder les arcanes puis essayer de décrypter, en fait, qu'est-ce qui me rend vulnérable dans la vision de ces arcanes-là. Comme moi, personnellement, je peux dire la 13e lame, comme c'est le cas pour plusieurs personnes, j'imagine. C'est l'arcane qui représente un squelette, donc l'arcane sans nom qu'on appelle la mort aussi. Moi, ça me trouble au plus haut point. C'est ma plus grande peur, là, la mort, la disparition et tout. Fait que j'aime beaucoup aller
puiser dans l'énergie de certaines arcanes là, pour mener à bien mes projets. Là. Je peux mentionner la mort, mais il y en a plusieurs autres, dépendamment de mon projet, là, que je vais contempler. Le pendu aussi est une arcane que j'aime, avec laquelle j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Tu sais, ces arcanes-là, ça représente des archétypes. Fait que je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à inclure dans nos démarches de création parce que c'est un peu un langage universel, tu sais. Puis moi, mon but quand j'écris, c'est oui, d'aller plonger dans la part d'ombre de Fanny Demeule, mais je me dis toujours que cette part d'ombre-là, plus je vais aller profondément dans son exploration, plus je vais la sonder à un degré élevé, bien, plus je vais finalement atteindre une source commune qui se ramifie entre tous et chacun. Fait que c'est comme ça que j'essaie de conjuguer, dans le fond, mes projets d'écriture, c'est d'aller puiser dans les arcanes, carrément, d'aller puiser dans les souterrains là, qui nous relient à travers mes projets. Puis je prétends pas que mes textes vont toucher tout le monde, mais j'essaie le plus possible d'aller parler un langage commun à travers mon expérience très située et très contextualisée. Puis bon, je vais donner l'exemple de Rouplan naturel. Je parle d'un mensonge autour d'une couleur de cheveux. C'est pas tout le monde qui a vécu ça. Il y en a. J'ai reçu des courriels de gens qui m'ont dit « Hey, j'ai lu Rouplan naturel. Ça fait du bien parce que moi aussi, j'ai menti sur ma couleur de cheveux puis je me sens moins seule. » Mais ce que je voulais parler au-delà de cette anecdote-là sur un mensonge de couleur de cheveux dans Roux-Clair, c'est parler de quelque chose avec lequel on a à dealer tôt ou tard. C'est carrément le mensonge, mais aussi carrément la performance de soi vis-à-vis des autres, la performance aussi de l'image. Fait que c'est ça, c'est le côté arcanique de mes démarches. Là. J'essaie d'aller voir vraiment quels sont les archétypes puis les grandes thématiques sous-jacentes que je peux aller traiter. Puis les arcanes, je pense ils peuvent vraiment donner beaucoup de boost à nos projets créatifs parce que veux pas, quand tu fais un tirage, par exemple, c'est des choses c'est des cartes que tu choisis, mais en même temps, c'est des cartes qui te choisissent. Fait que c'est un peu comme confrontant de se dire comme ah, OK, c'est ça que le tarot veut me dire en ce moment. Puis là, genre, t'as tout un moment, t'es comme un peu ou plus ou moins semi-inconfortable. Puis tu te dis, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Puis tu as le choix de juste comme fuir, de mettre ça de côté ou de l'intégrer puis de faire quelque chose avec, puis de travailler avec ça. Puis moi, ma manière de travailler avec ça, c'est carrément de l'intégrer là, dans mes démarches créatives. Puis ça me donne comme souvent une poussée pour soit confirmer que je suis dans la bonne direction dans un de mes projets ou carrément me donner le petit coup de main, le petit boost, la petite tape dans le dos pour me dire ouais, tu sais, tu fais bien d'aller continuer là-dedans. Fait que ouais, ça m'aide à plein de niveaux le tarot, là, puis autant là, sur le plan comme pratico-pratique des tirages et tout, mais je pense que c'est aussi là, tout le temps on the back of my mind, puis comme quelque part en train de travailler en moi. Fait que voilà. Merci pour cette question-là, Sylvain. Je pense qu'il va être ultra satisfait de cette réponse. Puis, en fait, on a fait le parcours complet de tes livres, en fait, de ton œuvre. Donc, j'aimerais savoir c'est quoi les projets futurs, si c'est possible d'en parler un petit peu. Oui, avec plaisir. Excusez-moi, hein, j'ai comme, avec le soleil déclinant, je n'ai plus que l'éclairage de ma lampe de bureau. Alors, pendant qu'il reste encore de la lumière, j'ai des projets de livres qui seront publiés l'automne prochain. Donc, j'ai ma thèse éditée qui va sortir chez Somme Toute, une thèse qui parle des guerrières en culture populaire contemporaine. Ensuite, j'ai aussi un recueil de nouvelles. D'ailleurs, c'est un recueil de nouvelles qui va recouper plusieurs de mes nouvelles et de textes que j'ai écrits dans des collectifs et dans des revues littéraires. Fait que ça va paraître chez Hamac au début de l'automne. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la version anglophone de Mukbang qui va sortir aussi chez Linda Lee au début de l'automne, en septembre, si je ne me trompe pas. Puis sinon, sur le plan créatif, j'ai l'adaptation de Mukbang en série télé dont on a un peu parlé tantôt. J'ai l'adaptation en long métrage de Déterrer les eaux qui est en branle depuis genre 2018. J'ai l'adaptation de Roux-Clair naturel en long métrage aussi. Puis ça, c'est tous des trucs que je co-scénarise ou que je scénarise seule. Puis, qu'est-ce que j'ai? Un autre long métrage original aussi avec un réalisateur que je co-scénarise avec le réalisateur du projet. Puis sinon, du côté plus littéraire, j'ai un roman qui s'appelle Havre aux adieux,
qui est un roman historique. Je n'ai pas Oh! encore écrit de roman historique, mais ça va se donner. Donc, j'ai eu une bourse du Calque récemment pour poursuivre l'écriture à fond la caisse dans les prochains mois. C'est un livre que j'ai commencé à écrire l'automne dernier. J'ai eu une résidence d'écriture aux Îles-de-la-Madeleine au mois d'octobre. Puis c'est un roman qui se passe aux Îles-de-la-Madeleine en partie parce que ça s'inspire de mes arrière-grands-parents qui sont nés aux Îles-de-la-Madeleine dans les années 1920 et qui, dans les années 1930, sont déménagés à Montréal pour trouver de l'emploi pendant la crise économique. Fait que je m'intéresse à leur vécu que je vais bien sûr romancer à fond la caisse. Donc, on est presque dans une démarche d'autofiction, mais pas par rapport à mon vécu, mais celui de mes arrière-grands-parents. Fait qu'il y a ce roman-là, À vos adieux, qui est destiné à Hamac, qui est en branle. Puis j'ai un projet de fantasy qui est sans doute mon plus ancien projet qui se trame depuis genre 15 ans. Là, comme j'étais au secondaire là, quand j'ai commencé à élaborer ce projet-là. Fait que ça aussi, ça s'en vient, mais à une vitesse de tortue et même plus basse qu'une tortue. fait que c'est ça. Oh, beaucoup de beaux projets qui s'en viennent. Ça, c'est nous, lecteurs et lectrices, et aussi auditeurs et auditrices, parce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer à l'écran. Donc, merci beaucoup. En fait, la dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des nouvelles de tes projets? Alors, je suis disponible sur... je suis disponible... Oh! Je suis comme un produit sur une tablette. Je suis disponible... Je suis sur Facebook et je suis sur Instagram, mais je tiens à mentionner que je publie pas tant sur Instagram ni sur Facebook, donc je suis un compte un peu plate dans les deux cas, mais sachez que je réponds quand même assez vite sur les deux plateformes. Pour moi, c'est vraiment des outils de communication, là, ces deux-là, fait que vraiment, gênez-vous pas pour m'écrire si vous avez d'autres questions, ça va me faire vraiment plus que plaisir. Fait que je suis vraiment là plusieurs fois par jour, mais c'est ça, je suis juste très, très quiet comme profil. Fait que voilà. Ben, super, moi je vais mettre ça tout en barre d'informations, puis je vais mettre aussi toutes les informations sur tes livres et je vais les ajouter là, dans la vidéo. Merci énormément pour ta Un générosité. gros merci à toi, mon Dieu, merci pour tes lectures, pour les questions absolument fabuleuses. C'était un plaisir de te jaser. C'est très mutuel, alors si ça te tente un jour de revenir, là, on va t'accueillir à bras ouverts, on va parler de fantômes plus en détail et d'Écosse, ça c'est certain. Yay! Une soirée paranormale! Ah non, ça me fait vraiment, vraiment un grand honneur de revenir. Merci à tout le monde aussi qui nous ont écoutés. Ça fait hautement plaisir. Oui, merci à tout le monde d'être avec nous. Donc, si vous avez aimé cette entrevue, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à aller voir les livres de Fanny Demeule. Puis sur ça, ben, je vous dis bye, à la prochaine!